Merci d'être avec nous sur AL24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 21 septembre. L'engagement militaire russe en Ukraine prend une nouvelle tournure. Vladimir Poutine monte au créneau et annonce une mobilisation partielle concernant 300 000 réservistes. Téhéran ne cherche pas à se doter d'armes nucléaires. Le président iranien plaide la pacification devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. La cause sahraoui, plaidée devant l'Assemblée générale de l'ONU par le président péruvien, Pedro Castillo affiche son soutien au combat du peuple sahraoui pour la liberté. Énergie, 25 milliards de mètres cubes, c'est le volume de gaz algérien devant être acheminé vers l'Italie avant la fin de l'année. Bonsoir à tous. L'actualité de ce mercredi marquée par la tournure que prend le conflit russo-ukrainien. Dans son discours à la nation, le président russe Vladimir Poutine a annoncé une mobilisation partielle en Russie, à savoir la convocation des citoyens actuellement en réserve de l'armée de Russie. Cela concerne 300 000 réservistes. Amin Touta. Dans une intervention médiatique à la télévision d'État et sur fond de conflit, Vladimir Poutine annonce une mobilisation partielle des forces de réserve et de ceux qui ont une expérience au combat. Une annonce qui concernerait 300 000 réservistes de l'armée russe. Pour protéger notre patrie, sa souveraineté et son intégrité territoriale, pour assurer la sécurité de notre peuple et des populations des territoires libérés, j'estime nécessaire de soutenir la proposition du ministère de la Défense et de l'État-major général et de procéder à une mobilisation partielle dans la Fédération de Russie. Une annonce détaillée par le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui a annoncé à son tour que les forces armées russes mettront en pratique l'expérience acquise lors des exercices stratégiques annuels, lors de la mobilisation partielle et l'augmentation des forces armées à partir du 1er janvier 2023. Aujourd'hui, le président de la Fédération de Russie a signé un décret annonçant une mobilisation partielle en Russie. La base de mobilisation des formations et des unités militaires, les commissariats militaires et l'appareil de renforcement sont prêts pour la mobilisation. Il est temps de mettre en pratique l'expérience acquise lors des exercices stratégiques annuels. Des décisions et une déclaration qui intervient en plein bras de fer diplomatique entre les différentes capitales occidentales et Moscou. Et quelques heures après l'annonce de la tenue d'un prochain référendum d'adhésion à la Russie des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, ainsi que Kherson ou encore Zaporizhia, et dont le président Poutine a exprimé son soutien pour l'organisation de ces référendums dans ces régions confrontées à un conflit armé entre les pro-russes et Kiev depuis 2014. Et selon le président russe, l'Occident a franchi toutes les limites de sa politique anti-russe. Pour Vladimir Poutine, Washington, Londres et Bruxelles poussent Kiev à transférer des actions militaires sur le territoire russe et utilisent le chantage nucléaire. Dans sa politique anti-russe agressive, l'Occident a dépassé les bornes. Nous entendons constamment des menaces contre notre pays, notre peuple. Certains politiciens occidentaux irresponsables ne parlent pas seulement de plans visant à fournir à l'Ukraine des armes offensives à longue portée, des systèmes qui permettraient de frapper la Crimée et d'autres régions de Russie. De telles frappes terroristes, y compris celles utilisant des armes occidentales, sont déjà menées dans des établissements frontaliers des régions de Belgorod et de Koursk. L'OTAN effectue une reconnaissance en temps réel dans tout le sud de la Russie, en utilisant des systèmes modernes, des avions, des navires, des satellites et des drones stratégiques. Dans ses mises en garde, Poutine a affirmé que la Russie était prête à utiliser tous ses moyens de défense, y compris nucléaires, pour se protéger, et ce après avoir accusé l'Occident de vouloir détruire la Russie.
Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose également de diverses armes de destruction et à certains égards, elles sont même plus modernes que celles des pays de l'OTAN. S'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays afin de protéger la Russie et notre peuple, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Les citoyens de Russie peuvent être sûrs que l'intégrité territoriale de notre patrie, notre indépendance et notre liberté seront garanties. Permettez-moi de le souligner une fois de plus, cela sera fait par tous les moyens à notre disposition. Ceux qui tentent de nous faire chanter avec des armes nucléaires doivent savoir que le vent peut aussi tourner dans leur direction. Et dans cette conjoncture explosive et depuis la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain Joe Biden a déclaré que l'objectif de la Russie était d'anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État. Cette guerre vise à anéantir le droit de l'Ukraine à exister en tant qu'État, tout simplement, et le droit de l'Ukraine à exister en tant que peuple. Où que vous soyez, où que vous viviez, quelles que soient vos convictions, cela devrait suffire à nous faire frissonner. Et pour mieux comprendre la dimension qui est en train de prendre ce conflit, nous avons comme invité dans ce journal Karine Bécher-Golovko. Bonsoir. Madame Golovko, vous m'entendez ? Très très bien, je vous entends. Bonsoir à vous. Alors vous êtes professeur à l'université d'État de Moscou. Alors tout d'abord, après le discours télévisé de Vladimir Poutine, l'engagement militaire de la Russie en Ukraine entre dans une nouvelle phase, on peut le dire. Le président russe a adopté un discours très menaçant. Est-ce qu'on peut parler à ce stade d'un point de non-retour ? Oui, effectivement, la Russie, là, a passé le cap et arrive à une nouvelle phase. Mais il faut quand même préciser que cette phase est une évolution logique puisqu'elle découle de l'intervention directe de l'OTAN sur le terrain de combat, comme on a pu le voir dans la bataille de Kharkov, avec la menace des États-Unis d'envoyer des missiles d'une portée de 300 km et une présence de plus en plus forte de mercenaires étrangers. Donc la Russie montre simplement que dans ce cas-là, elle aussi met ses forces à même niveau. Soit il s'agissait d'une opération contre des groupes néo-nazis ukrainiens, c'est une chose, c'est une opération spéciale, soit il s'agit réellement d'une guerre conventionnelle menée par l'OTAN en Ukraine. Dans ce cas-là, la Russie est obligée d'adapter ses forces puisque le territoire russe commence à être touché quand même régulièrement. Et parmi les points qui froissent énormément les Occidentaux, il y a les référendums prévus dans les jours à venir, dans notamment les républiques du Donbass et leur éventuelle annexion par la Russie, chose que les Occidentaux refuseront de reconnaître. Que se passera-t-il en cas de poursuite des bombardements dans ces territoires qui deviendraient par conséquent russes ? Il faut déjà préciser en matière de termes que pour parler d'annexion, il faudrait que l'État soit un État, que l'Ukraine, soit un État, ce qui n'est pas le cas depuis 2014 puisqu'elle n'a pas de système juridique moyennement efficace, en tout cas en général à peu près efficace, en tout cas selon la définition de Kelsen de l'État pour les juristes. Donc nous sommes face à des territoires qui sont en fait des protectorats. La Russie, historiquement, ça fait un millénaire, a possédé ces territoires. Du côté russe, en fait, c'est une sorte de guerre de décolonisation, bizarrement, qui se met en place. C'est-à-dire cette conception que ce territoire est russe. Et ça concerne effectivement les républiques de Donetsk et de Lugansk, mais ça concerne également les régions de Kherson, de Zaporozhye, qui ont regroupé d'ailleurs avec les régions de Kherson certaines zones de Nikolaev qui étaient aussi libérées par la Russie. Donc là, l'Ukraine va perdre 20% de son territoire à ce moment-là. Et si jamais les forces attentistes qui sont en place en Ukraine touchent ces territoires après le référendum, ces territoires faisant partie de la Fédération de Russie, ils déclarent la guerre à la Russie. Très bien. En plus de mobiliser, Madame Golovko, un important contingent, la Russie menace de recourir à l'arme nucléaire. Pensez-vous que les choses iraient jusque-là ?
La Russie ne menace pas de recourir à l'arme nucléaire, elle menace de répondre par l'arme nucléaire si une menace réelle et équivalente est portée par les forces de l'OTAN contre elle, puisque rappelons quand même que plusieurs responsables de l'OTAN parlent avec une facilité désarmante du recours de l'arme atomique et en tout cas des armes de destruction massive contre la Russie très concrètement, que les médias atlantistes porte ce discours avec une désinvolture qui fait quand même assez peur, puisque développer un tel discours permet de légitimer a priori le recours à l'arme nucléaire. Et Poutine rappelle simplement que les mots et les paroles ont un poids, qu'il faut avoir la responsabilité de ses décisions politiques. Et si, au-delà du discours, réellement l'Occident décide de passer à l'acte, dans ce cas-là, la Russie ne va pas se laisser détruire. Elle va devoir se défendre. Très bien, Karine Bécher-Golovko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Et dans ce contexte, la Chine a appelé à un cessez-le-feu en Ukraine par le dialogue et la consultation et espère que la communauté internationale pourra créer un espace pour cela. La position de la Chine sur la crise ukrainienne a toujours été cohérente et claire. Nous appelons les parties concernées à instaurer un cessez-le-feu par le dialogue et la consultation et à trouver une solution qui tienne compte des préoccupations légitimes de toutes les parties en matière de sécurité dès que possible. Nous espérons également que la communauté internationale pourra créer les conditions et l'espace nécessaires à cette fin. Je vous en parlais en titre dans son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU. L'Iran, par la voix de son président Ebrahim Raïssi, a affirmé ne pas chercher à se doter d'armes nucléaires alors que les négociations sur l'accord sur le programme nucléaire de Téhéran sont dans l'impasse. La République islamique d'Iran ne cherche pas à construire ou à obtenir des armes nucléaires. Et de telles armes n'ont pas leur place dans notre doctrine. Le président iranien a par ailleurs accusé l'Occident d'avoir deux poids, deux mesures concernant le droit des femmes devant l'Assemblée générale de l'ONU. La République islamique d'Iran considère que la politique de deux poids, deux mesures de certains gouvernements à l'égard des droits de l'homme est le facteur le plus important de l'institutionnalisation de la violation des droits de l'homme, ce qui a donné lieu à des prises de position diverses et variées à l'égard d'un incident faisant l'objet d'une enquête en République islamique d'Iran et à un silence de plomb sur le meurtre de dizaines de femmes sans défense en un court laps de temps dans l'un des pays occidentaux. Tant que cette politique de deux poids, deux mesures existera, les droits de l'homme ne seront pas à l'abri de violations répétées. Les droits des nations sont supérieurs aux droits de l'homme, mais ils sont facilement piétinés par des puissances oppressives. Et la question du Sahara occidental, cette fois devant la 77e Assemblée générale des Nations Unies, elle a été portée par le président péruvien Pedro Castillo. L'occasion pour Lima de rappeler son soutien à tous les peuples qui subissent encore le colonialisme à travers le monde, en particulier le peuple du Sahara occidental. Safwan Ben Sabri. Le ton serein et la voix calme, le message du président péruvien n'en est pas moins ferme. La 77e session de l'Assemblée nationale des Nations unies sert de caisse de résonance, notamment pour les pays du Sud qui saisissent l'occasion pour porter leurs revendications. C'est le cas du président péruvien Pedro Castillo qui a tenu à rappeler les principes de la diplomatie péruvienne. La construction de la paix implique aussi de se conformer aux principes de résolution des conflits en cours dans les territoires encore colonisés. Le Pérou a lutté pour son indépendance au début du 19e siècle, selon le principe d'autodétermination des peuples. Pour cela, depuis 1947, la diplomatie péruvienne a soutenu et continue de soutenir l'accès à l'indépendance et à la libre détermination des territoires régis par les Nations unies. que están bajo el mandato de las Naciones Unidas para acceder a su independencia. Lima s'affirme en grand allié de tous les peuples encore sous le joug du colonialisme et en grand soutien du peuple sahraoui en particulier. El Perú
Le Pérou a rétabli des relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique et soutient fermement son droit à l'autodétermination, ainsi que celui de toutes les nations qui aspirent à cela. Le rétablissement des relations diplomatiques entre le Pérou et la RAST symbolise une victoire diplomatique de plus pour le Sahara occidental en Amérique du Sud, un continent particulièrement sensible au mouvement de libération à travers le monde. Et devant l'Assemblée générale des Nations Unies, Macky Sall, président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, a lui abordé plusieurs thématiques, mettant toutefois l'accent sur le terrorisme. Il a invité le Conseil de sécurité de l'ONU à s'engager davantage dans la lutte contre ce fléau. Le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une menace globale qui relève de la responsabilité première du Conseil, garant du mécanisme de sécurité collective en vertu de la charte de l'organisation. Et pour sa part, le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, a remercié les partenaires du pays pour leur soutien aux élections nigérianes et a décrié les dirigeants d'autres pays qui ne respectent pas le caractère sacré de la limitation constitutionnelle du nombre de mandats. Nous croyons au caractère sacré de la limitation constitutionnelle du nombre de mandats et nous l'avons respecté avec constance au Nigeria. Nous avons vu l'impact corrosif sur les valeurs lorsque les dirigeants cherchent à changer les règles pour rester au pouvoir. En effet, nous nous préparons actuellement à des élections générales au Nigeria en février prochain. En tant que président, je me suis fixé comme objectif que l'un des héritages durables que j'aimerais laisser est d'ancrer un processus d'élection libre, équitable, transparent et crédible, grâce auquel les Nigérians élisent leur choix. Et la diplomatie algérienne mise en avant à New York, l'Algérie est un partenaire solide pour la paix et la stabilité dans la région et le continent africain. C'est ce qu'a indiqué la responsable du département d'État américain chargée des affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, la diplomate américaine qui a rencontré le chef de la diplomatie algérienne, Ramtal Amamra, en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour discuter de la coopération américano-algérienne sur la stabilité régionale. Et l'Algérie s'impose comme un acteur incontournable sur le nouvel échiquier international. La multiplication des visites démontre la vitalité de la diplomatie algérienne qui opère sur plusieurs volets, de la coopération parlementaire à la coopération culturelle, en passant par le partenariat économique et énergétique. À haute fiabilité, Alger s'impose comme une puissance d'équilibre dans l'affermissement du partenariat afro-européen. Sofiane Baroudi. Le défilé diplomatique de hauts responsables européens se poursuit à Alger. Après la visite du président du Conseil européen, une délégation parlementaire européenne a été reçue par Salah Goudjil et Brahim Boughali, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée populaire nationale algérienne. La première réunion de la commission parlementaire mixte algéro-européenne a été célébrée au siège de l'Assemblée populaire nationale et a été coprésidée par le député algérien Ahmed Temmari et son homologue italien Andrea Cozzolino pour la partie européenne. Le président du Sénat a pour sa part rappelé l'attachement historique de l'Algérie au principe du droit international et à la défense des causes justes. L'Algérie s'impose donc comme un acteur de poids sur l'échiquier international et accélère la coopération avec les partenaires européens sur plusieurs volets, de la diplomatie parlementaire au partenariat énergétique de haute fiabilité, en passant par la coopération culturelle. À ce propos, la dernière visite du président français Emmanuel Macron en Algérie a jeté les jalons d'un partenariat renouvelé sur des bases de respect mutuel. Les termes de ce nouveau cap ont été consignés par les deux chefs d'État dans la déclaration commune d'Alger. Cette visite a été aussi l'occasion
pour le président Macron aussi de développer, et de dialoguer avec son homologue sur des projets culturels, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent sur la culture entre la France et l'Algérie. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y avait aussi une très belle délégation culturelle. On avait des danseurs, on avait une chef d'orchestre, on avait des écrivains, des intellectuels, des cinéastes. Donc voilà, c'était une belle délégation française, et c'était aussi pour montrer à quel point la culture est vraiment un symbole de rapprochement entre nos deux pays. Et donc, dans le domaine culturel, on a de belles perspectives devant nous. À ce propos, l'Institut français d'Algérie a levé le rideau hier à Alger sur le programme culturel de l'année, traduisant les ambitions des deux parties à aller de l'avant dans le secteur névralgique de la culture. Les perspectives du renforcement de la coopération culturelle entre Alger et Paris se déclinent sur plusieurs axes, à l'instar de la promotion des arts urbains, de la langue arabe ou encore du patrimoine foisonnant, le renforcement du partenariat cinématographique et surtout l'accompagnement du travail mémoriel conjoint sera aussi au programme. En parlant de l'Algérie, c'est désormais un secret de Polichinelle. Son sous-sol regorge de richesses minières, un potentiel que l'Algérie souhaite exploiter à bon escient pour des besoins de diversification de son économie. La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française vient d'organiser la 12e édition des rencontres des mines et des carrières Mineroc. Ne se veut pas seulement un rendez-vous économique, mais une concrétisation d'un élan économique de longue haleine. Kherdine Batache. Chez les professionnels algériens et français du secteur des mines et des carrières, l'heure est à la prospection et au pitching commercial en mode B2B. Les projets de demain se négocient aujourd'hui. Au programme, partage d'expertise et concrétisation de partenariats bilatéraux entre une vingtaine d'entreprises françaises invitées par la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française et leur homologue algérienne. L'immense potentiel de l'Algérie dans le domaine minier, faut-il le rappeler, ne laisse plus personne indifférent. Cette rencontre répond à un double objectif. Premièrement, permettre aux entreprises françaises de découvrir les opportunités de partenariat, mais surtout d'investissement existant en Algérie, surtout avec la parution dernièrement des décrets sur la loi des investissements, mais aussi permettre aux entreprises algériennes de se frotter à leur homologue française, discuter, étudier, voir les possibilités de collaboration, surtout dans les marchés qu'elles ont acquis en Afrique de l'Ouest. Vous êtes assis sur des mines d'or, on peut le dire, que ce soit des matériaux précieux ou pas, sauf que pour extraire ces matériaux, il faut des années. Et ces années-là, elles commencent maintenant, justement après la crise. Et c'est maintenant où le marché est plutôt sensible, où il y a de la place. Inscrit parmi les priorités stratégiques du gouvernement algérien, le développement du secteur minier à travers l'exploitation des principaux gisements obéit à une logique de diversification de l'économie nationale sur le long terme. On a besoin de carrières, de gisements pour l'exploration et pour la matière première de notre usine qui est installée à Bouira. Et la future usine, une deuxième usine aussi, qui sera réalisée à Bouira, Inch'Allah. Et pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups, satisfaire les besoins domestiques en matières premières et offrir de nouveaux débouchés à l'export? Rappelons-le, où ça a été prouvé, que l'Algérie aujourd'hui recèle un peu plus de 20%, on va dire, des terres rares au monde. Elles sont ici en Algérie, elles ne demandent qu'à être exploitées. Entre une croissance exponentielle du marché mondial des mines et les fluctuations de l'offre et la demande chez les principaux fournisseurs, l'Algérie compte bousculer l'hégémonie mondiale pour se positionner comme un sérieux outsider, voire même un challenger. Après avoir lancé en juillet dernier les travaux d'exploitation du gisement de Garadjibilet, le pays est fin prêt à passer en mode production. L'Algérie qui entretient, je vous le disais en titre, des relations privilégiées avec l'Italie et assure approvisionnement en gaz et compte augmenter ses livraisons à plus de 25 milliards de mètres cubes d'ici la fin de l'année, selon un communiqué du ministère algérien de l'énergie et des mines.
Avec les augmentations de production de gaz et les dernières découvertes de Sonatrach, l'Algérie renforcera ainsi encore sa position de premier fournisseur de gaz à l'Italie, comme il a été décidé par les présidents des deux pays. Dans l'actualité également au Maroc, les autorités du Merzen empêchent l'entrée d'un groupe de parlementaires européens voulant enquêter sur le drame de Melilla. Souvenez-vous, plus d'une quarantaine de migrants tués par les forces marocaines avaient été retrouvés le 24 juin dernier aux frontières reliant le royaume à l'enclave espagnole. Une enquête internationale indépendante avait été alors ouverte afin de pouvoir condamner ses auteurs. Nariman Zekar. C'était en juin dernier. Des dizaines de cadavres de migrants assassinés par la police marocaine avaient été retrouvés à la frontière du pays alors qu'ils tentaient de pénétrer dans l'enclave espagnole de Melilla. 3 mois plus tard, la tragédie reste d'actualité. Selon l'Association marocaine des droits de l'homme, le Merzen a empêché l'entrée dans la ville de Nador d'une délégation de parlementaires européens, d'avocats et de militants des droits de l'homme venus enquêter sur le drame sans avoir donné de raison plausible. Miguel Urban, eurodéputé et dirigeant du groupe de gauche du Parlement européen en visite à Melilla, avait appelé à la démission du ministre de l'Intérieur espagnol, Fernando Grande Marlaska, pour la co-responsabilité de l'Espagne dans le meurtre de plus de 40 personnes et la disparition de dizaines d'autres. Le député souligne également la responsabilité pénale des forces de sécurité marocaines et du gouvernement marocain face à ce carnage. Le 24 juin dernier, plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux démontraient un nombre important de personnes d'origine africaine au sol, quasiment inertes, alors que d'autres vidéos laissaient percevoir les forces d'autorité marocaines en train de les violenter. L'Association marocaine des droits de l'homme dénombre à ce jour plus de 70 migrants portés disparus depuis le Vendredi noir. Leurs familles tentent toujours, mais en vain, d'obtenir un visa auprès de l'ambassade du Maroc afin de se rendre au royaume pour retrouver leurs proches. Et avant de nous quitter, Al24 News vous propose de suivre ce soir à partir de 21h pour la première fois sur nos antennes Territoire perdu, un film documentaire réalisé par le réalisateur belge Pierre-Yves Van de Verde. Il met en lumière les souffrances du peuple sahraoui et l'expropriation de leurs terres par l'occupant marocain. Des images filmées pour la première fois. Au-delà du mur de la honte, on vous propose un extrait. الصغاذيفة على أقيطون في الطب لأمرين قالها الشايع. جاونا الصحراويين وقالوا نراهم مقاربة له يدخلوا من هون تياها وخاصكم تتمزروا من هون ومشاو الرجال كاملين وقالوا للعليا. بس من حيلة يعتقدوا في نصر من الظاهر عن الطبيعة رافضته. هذا هو اللي معجبني. العيون الطرفاية فيهم اللي الساقة الحمراء ينقال له ذا الاسم بيه ما هي يتلون كيف الدم في الخريف. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos réseaux sociaux. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.